aucune émotion. Il a fait preuve de cette même assurance et maîtrise de lui-même dont il avait fait preuve depuis le premier jour. Le public lui-même n'a pas non plus réagi parce que c'était un public très contrôlé. C'est une condamnation à laquelle on pouvait s'attendre. 4 ans, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. C'est beaucoup si on prend en considération la plaidoirie de l'avocat qui avait demandé la peine minimale d'1 an de détention. C'est pas énorme si on tient compte du réquisitoire du procureur qui lui avait demandé 8 ans. 8 ans de camp à régime intensif, c'est-à-dire un régime un petit peu plus sévère que ce qui a finalement été décidé. Sylvie Kaufmann, pensez-vous, d'après ce que vous avez entendu, que cette condamnation va être exécutée ou pensez-vous que l'on va expulser, comme on le dit parfois, Mathias Rouste dans les semaines, voire dans les mois qui viennent? Ça, c'est évidemment la grande question qui se pose et c'est la question qu'ont posée les parents Rouste tout de suite en sortant de leur entretien avec leur fils qu'ils ont pu avoir après l'énoncé du verdict. Madame Rouste a dit « Nous espérons que cette condamnation ne sera pas exécutée totalement ». C'est quelque chose sur laquelle on a misé avant même le procès, c'est-à-dire une condamnation de quelques années, mais qui serait suivie d'une expulsion au bout de quelques mois. Parce qu'on envisage quand même à Moscou ici que Mathias Rouste fasse quelques mois de camp. Merci Sylvie Kaufmann. Effectivement, la question qui se pose est de savoir ce soir si Mathias Rouste effectuera ou non sa peine en totalité. Question que l'on se pose donc en Allemagne fédérale. De Bonn, notre correspondant Philippe Rochaud. Opinion très partagée chez les Allemands après le verdict de Moscou. Unanimité pour dire que Rouste n'est pas un héros, mais divergence sur la sanction. Je crois que la plupart des Allemands ne le prennent pas pour un héros, ils le prennent pour un fou qui savait ce qu'il faisait et qu'il a mérité ce qu'il a eu. C'est très dur, on s'attendait à une punition car il fallait qu'il paye sa faute. Mais quand j'ai appris qu'on parlait de 8 ans hier, ça a été un choc. 4 ans sans sursis, c'est dur. Moi, je lui aurais donné une amende de 2 millions qu'il aurait pu payer en devises, car tout le monde aurait fait du fric avec son affaire. Pas encore de réaction officielle à un verdict finalement modéré. 2 éléments ont joué en sa faveur. Les relations entre Moscou et l'Allemagne fédérale qui n'ont jamais été aussi bonnes depuis que l'Allemagne a accepté de se rallier à l'option 0 de Mikhail Gorbatchev. Et puis la visite la semaine prochaine de M. Erich Honecker qui marque le rapprochement entre les 2 Allemagnes, donc entre l'Est et l'Ouest. Une pause dans ce journal en raison d'une dépêche qui vient de tomber il y a quelques minutes à peine. L'Iran accepte de négocier la mise en place du plan de paix des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré ce soir le secrétaire général des Nations Unies, M. Pérez de Cuéllar, qui doit se rendre d'ailleurs à Téhéran. Vous savez que ce plan de paix des Nations Unies réclame de la part des 2 parties un cessez-le-feu immédiat. Et jusqu'à présent, l'Irak avait dit oui, mais l'Iran faisait lanterner quant à sa réponse. Tout de suite, une première explication de notre correspondant à Washington, Jacques Abouchard, au téléphone. Monsieur Pérez de Cuéllar va donc pouvoir se rendre à Téhéran avec la bénédiction du Conseil de sécurité. Le Conseil a donné le feu vert au secrétaire général des Nations Unies qui répondra ainsi à une invitation du gouvernement iranien. Il aura pour mission d'arracher aux Iraniens une réponse claire et définitive sur la fameuse résolution 598 qui exigeait un cessez-le-feu immédiat dans la guerre Iran-Irak. Bagdad avait accepté la résolution au contraire de Téhéran, alors que ce document est considéré comme un premier pas indispensable vers un règlement définitif du conflit. Voilà donc pour cette première explication de cette nouvelle importante qui vient de tomber à l'instant. Reprenons donc le cours normal de ce journal avec la politique française. Si M. Raymond Barre n'a pas déclaré cet après-midi devant les jeunes du Centre des démocrates sociaux « Je suis officiellement candidat aux élections présidentielles », il a en revanche prononcé un discours qui ressemble étrangement, à s'y méprendre, à celui d'un candidat. En effet, l'ancien Premier ministre a énoncé ce qui doit être, selon lui, la règle du jeu entre les 2 candidats de la majorité, et M. Barre a aussi affirmé sa différence. Sur place, notre envoyé spécial, Olivier Lerner. Mes chers amis, j'aurai besoin de vous dans les mois à venir.
Lapsus révélateur pour une vraie fausse déclaration de candidature à la candidature. Mais le message est clair, Raymond Barre s'engage et pour la première fois, il sollicite directement le soutien d'un parti politique. Je n'ai jamais pensé que les appareils, les quadrillages, les verrouillages, l'argent pouvaient conditionner le vote des citoyens dans une démocratie libre. Je crois à la force des idées, à la puissance des convictions, à l'engagement ardent de ceux qui partagent les mêmes valeurs. Je crois au jugement des Français. Voilà pourquoi j'attache un grand prix à votre soutien et à votre concours. Dans une période qui s'annonce dès maintenant pleine de confusion, de manœuvres et de combinaisons, ce qui me semble essentiel, c'est la clarté, la loyauté et la sérénité. Le porte-parole de M. Chirac, M. Denis Baudouin, avait quant à lui ce matin précisé que le Premier ministre avait la volonté de se présenter comme un rassembleur de la majorité en respectant sa diversité. Ce discours venait avant celui de M. Raymond Barre. À l'université d'été des jeunes rocardiens, cette fois-ci, près de Montpellier, M. Michel Rocard n'a pas voulu, lui, s'enfermer dans le débat des présidentielles, quant à savoir s'il sera, oui ou non, candidat, quelle que soit l'éventualité, malgré l'appel de ces jeunes supporters qui voulaient qu'il se prononce. M. Michel Rocard a préféré, une nouvelle fois, défendre ce qu'il appelle le parler vrai. M. Rocard. Désigné d'entrée de jeu par les jeunes rocardiens comme le seul candidat socialiste en mesure de l'emporter, Michel Rocard a dû jouer à Montpellier les équilibristes de la communication. Prétendant déclarer, il n'est pas encore en campagne, socialiste différent, il est soucieux maintenant de ne plus trop le proclamer. D'où un embarras certain à commenter la simple actualité, exemple la baisse de la TVA automobile. Ça serait plutôt une mesure électoraliste. Non. Michel, non, mais laissez-moi, je suis parfaitement capable de répondre et de ne pas répondre à ce que je veux répondre. Et je voudrais attirer l'attention des hommes de radio qui sont là sur le fait qu'en effet, il est inutile de vouloir tirer les responsables politiques vers une dramatisation, de déguiser en une remarque qui se veut sérieuse dans le fait qu'elle voudrait dire du mal de quelqu'un d'autre. C'est un jeu auquel je n'ai pas, moi, envie de jouer. Je ne qualifie pas cette mesure avant de l'avoir étudiée. D'où un cours de Michel Rocard devant ses jeunes partisans sur les mérites et les dangers du spectacle médiatique, avec au passage l'indication du style qu'il veut donner à sa campagne. L'image, par nature, supporte mal le raisonnement ou l'explication. Cela n'oblige pas les politiques à être inauthentiques ou mensongers. Cela leur donne des occasions de démagogie plus larges. J'espère ne pas y tomber. Ni mensonge, ni démagogie, ni petite phrase, la bonne façon, selon Michel Rocard, de parler de la France, même si lui prenait le risque d'ennuyer les Français. Et dans la course à l'élection présidentielle, on doit également enregistrer un nouveau venu aujourd'hui, Édouard Leclerc, oui, celui des supermarchés, qui affirme avoir recueilli d'ores et déjà les 500 signatures nécessaires pour être candidat. Son programme, les premières mesures, doublement du budget militaire et réforme de toutes les actions économiques et sociales actuellement en cours. Et puis un sondage de Louis Harris pour l'Express, 68% des Français pensent que M. François Mitterrand va se représenter. Puis à mi-chemin entre la politique et l'économie, M. Bérégovoy, l'ancien ministre de l'économie socialiste, déclare au journal Le Monde que le PS ne renationalisera pas systématiquement toutes les entreprises qui ont été privatisées, mais qu'en revanche, il remettra en cause certaines sociétés qui en ont pris le contrôle. Hier, nous vous racontions l'histoire lamentable de cette petite fille morte de faim et de son petit frère gravement malade, alors que leurs parents élevaient normalement leurs 6 autres enfants. Dans cette affaire, on peut se demander pourquoi le médecin de famille qui a été inculpé ne s'était pas manifesté avant, ou pourquoi encore la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'était pas intervenue. Notre spécialiste, Jean-Daniel Flézaquier, nous donne ce soir ses explications. C'est souvent le corps médical qui le premier donne l'alerte dans les cas de sévices ou de privation à l'encontre des enfants. Le code de déontologie du médecin, dans son article 44, lui impose d'être le défenseur de l'enfant malade dès que l'entourage est défaillant. L'article 45 lui impose d'alerter les autorités en cas de besoin
Dans ce cas, le secret médical est levé. Si le médecin sait et qu'il se tait, il peut être inculpé de non-assistance à personne en danger. Deuxième protection, la DAS, la Direction des Affaires Sociales. Elle fait une enquête à la demande du juge des enfants. Ces conclusions peuvent amener le retrait de l'enfant à sa famille. Enfin, les services de la protection maternelle et infantile, la PMI. Ces médecins assurent les visites obligatoires, mais seulement jusqu'à l'âge de 2 ans. Les contrôles systématiques ne reprendront qu'à l'entrée de l'enfant à l'école primaire. Malgré toutes ces précautions, dans certains cas, les sévices subis sont découverts trop tard. Les affaires très graves de maltraitance à enfants concernent des familles qui sont totalement hors de tout circuit social. Elles n'ont quasiment aucun contact avec la société, très peu de relations familiales, très peu de relations de voisinage, très peu de relations institutionnelles avec les médecins, avec les écoles. Ce qui fait que tous les dispositifs, j'allais dire, de repérage sociaux ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils ne sont pas alimentés. La famille est hors société. Le juge des enfants ou la DAS peuvent recevoir les plaintes de la famille proche, des voisins, des maîtres d'école, de tous ceux qui auraient connaissance d'une situation dramatique. Seule obligation que la plainte ne soit pas anonyme. Malgré tout cela, on estime que c'est seulement dans 2% des cas que les cas de sévices sont amenés à la connaissance des autorités. Dans l'affaire de ces 3 jeunes gens qui affirment avoir été molestés par des policiers à Paris il y a 2 jours, l'inspection des polices, l'IGS, a entendu aujourd'hui les policiers incriminés. Et les 3 avocats des adolescents ont porté plainte de leur côté. Le point avec Patrice Pellet. Les policiers qui sont intervenus dans la nuit du 31 appartiennent tous à la BMAN, les brigades mobiles d'arrondissement de nuit. Des policiers d'ailleurs qui ne se sont pas fait connaître tout de suite. Il a fallu procéder à la vérification des liaisons radio de la nuit du 31 pour que la 8e section du parquet de Paris finisse par les identifier formellement. Hier, les 3 adolescents ont été entendus par l'inspection générale des services, les policiers aussi. Pour le moment, les uns comme les autres restent sur leur position. Les adolescents affirment qu'ils ont été injuriés et maltraités. Les policiers confirment qu'ils sont intervenus dans cette affaire, mais sans jamais user de violence. On remarquera d'autre part que des anomalies de procédure ont été relevées. La main courante de la nuit du 31 ne porte en effet aucune mention de l'intervention des policiers. En tout cas, ici, à la préfecture de police, lundi à 15 h, confrontation entre jeunes et policiers. À Besançon, l'un des 2 repris de justice évadés au début de cette semaine a été arrêté. François Quélien, qui était affamé, exténué au moment de son arrestation après ces plusieurs jours de cavale, a été cueilli par les policiers près du local désaffecté où il s'était réfugié. Son compagnon, lui, reste pour l'instant introuvable. Aux 5 ressortissants du Proche-Orient expulsés par le ministère de l'Intérieur hier et aujourd'hui, il faut en ajouter ce soir 4 autres assignés à résidence. Sans que cela soit officiellement dit, il s'agit de toute évidence de mesures d'expulsion d'urgence décidées dans le cadre de la lutte antiterroriste. Dernière journée du sommet de la francophonie à Québec. Le président Mitterrand en a profité pour tenir une promesse faite lors de son dernier voyage au Canada, rendre visite à des Canadiens français qui vivent en dehors du Québec, dans la province anglophone du Nouveau-Brunswick, les Acadiens. Les Acadiens qui sont les descendants des premiers Français arrivés au Canada. Et ça ne remonte pas à hier puisque c'était en 1650. À l'occasion de cette dernière journée du sommet francophone, nos envoyés spéciaux Paul Nahon et Michel Friedland ont assisté à un grand débat télévisé qui faisait finalement le bilan de ces 4 journées. Vision francophone. Tous les jours, pendant 1 heure, la télévision québécoise propose une émission sur le sommet de la francophonie. Des spécialistes réunis autour d'un animateur font le résumé des réunions de la journée, s'entretiennent avec des chefs d'État ou de gouvernement. Les journalistes y sont caustiques, très bien informés, souvent drôles. Tous les sujets sont abordés avec une remarquable liberté de ton. À la fin de l'émission, nous avons demandé à nos confrères canadiens de dresser un premier bilan de ce sommet. Il y a sûrement eu des choses concrètes, mais est-ce que ces choses concrètes-là sont ce que les pays du Sud demandent aux pays du Nord? Je pense qu'on a beaucoup tendance à vouloir offrir nos gadgets, les vendre, et on oublie bien souvent que ce ne sont pas nécessairement de ces gadgets que les Africains, entre autres, ont besoin. Moi, c'est ce qui me déçoit le plus, c'est qu'au niveau de des projets de coopération concrets, on a mis très peu d'argent, enfin, jusqu'à là.
On a l'impression qu'il y a de plus en plus de compétition entre le Canada et la France sur l'Afrique, sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça fait déjà une trentaine d'années qu'il y a cette concurrence entre la France et le Canada en Afrique. Il est sûr que les capitalistes français ne voient pas d'un très bon œil les capitalistes canadiens aller leur voler leur marché en Afrique. La télévision québécoise a également engagé un journaliste vedette pour couvrir ce sommet. Plus qu'aucun autre, il connaît les problèmes de la francophonie et ce journaliste, c'est René Lévesque, l'ancien Premier ministre du Québec. Le chantre de la francophonie, nous lui avons demandé à quoi servait réellement ce genre de réunion. Vous pourriez poser la question, à quoi sert l'ONU? On passe son temps à dire, bon, ben, l'ONU, il n'en sort pas grand-chose, mais si l'ONU n'était pas là, il faudrait l'inventer, malgré tout. Vous avez des poussières de pays qui s'appellent la Dominique, l'île Maurice, les Seychelles, qui sont à la fois dans le club encore très fragile, débutant de la francophonie, et également dans le Commonwealth, pour des raisons historiques, etc. Un à un, ces petits-là, ils comptent pas, ils n'existent pas. C'est au moins une chance pour les tout petits et les pauvres de se faire entendre à l'occasion. Un sommet, quel qu'il soit. Même si c'est plutôt ennuyant, c'est ennuyeux comme un jour de pluie, pour ceux qui regardent ça de l'extérieur autour, c'est important. Mais non, pas ennuyeux avec vous, Monsieur Lévesque. On retiendra donc de ce sommet de la concurrence franco-canadienne pour prendre donc finalement la tête de cette francophonie. On retiendra également la création d'une arme importante pour maintenir la culture française, une agence d'image, puisque l'on sait que la communication est la grande affaire de cette fin de siècle. Le reportage, là encore, de Paul Naon. 1600 journalistes, pour la plupart francophones, couvrent le sommet de Québec. L'enjeu de ce sommet est d'abord culturel, ensuite politique et économique. Mais au-delà de la langue française, parlée par 125 millions d'hommes dans le monde, le défi est technologique. Comment en effet, à l'aube du XXIe siècle, rassembler ceux qui sur la planète parlent français? La communication est sûrement l'un de ces moyens. Il est acquis que le sommet de Québec décidera enfin de créer une agence francophone internationale d'image. Cette coopération nord-sud dans le domaine de l'information sera capitale et la mise en œuvre du projet sera confiée à RFO, Radio France Outre-mer, et à son président. C'est en effet un vieux projet. Il fut d'abord français avant de devenir francophone. Il n'a jamais réussi à voir le jour sous cette forme. Mais je crois qu'aujourd'hui, une étape décisive va être franchie, car et les francophones du Nord et les francophones du Sud se sont mis d'accord sur ce projet qui, à vrai dire, correspond quand même à une nécessité vitale. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que toutes nos télévisions sont principalement alimentées en images par les grandes agences anglo-saxonnes, alors que nos amis africains, lorsqu'ils sont en Côte d'Ivoire, ne savent pas ce qui se passe à Dakar, mais sont au courant de la dernière tempête de neige à New York. Donc c'est cette situation à laquelle les francophones ont décidé de mettre fin en se groupant tous ensemble autour de ce projet d'agence d'image. Ouverture du procès de 93 intégristes musulmans à Tunis, procès qui avait été repoussé à plusieurs reprises après les événements du mois d'août. Vous souvenez-vous, plusieurs attentats en Tunisie. En marge de cette affaire, le gouvernement tunisien a décidé d'interdire le port de la barbe et du tchador en Tunisie. Le conflit du Tchad, le président gabonais, bien à sa manière, M. Bongo, annonce qu'il a l'intention de se rendre à Aouzou à la tête d'une délégation pour tenter de régler le problème sur place. Le sport maintenant, avec pour la 3e année consécutive la victoire de la Française Jeannie Longo au championnat du monde cycliste sur route féminin en Autriche. Francis Maroto. 3e Marseillaise de suite, un peu rapide peut-être pour Jeannie Longo. Après l'Italie en 1985, les États-Unis et Colorado Springs l'an passé, Longo poursuit l'abonnement en Autriche. Et la Française surprend presque tout le monde avec son démarrage. Voilà, Jeannie va attaquer là sur la gauche de la route. Ute Anzanauer se prépare à répondre. Oui, Jeannie attaque. Attaque de la Française Jeannie Longo donc. Jean-Paul Olivier a donc bien deviné les intentions de Longo qui avait parfaitement préparé son offensive. Une offensive préparée à deux, bien sûr. Avec mon mari, donc, on avait reconnu le circuit et nous avions décidé, il m'avait dit tu pourrais essayer de démarrer là. C'est un fait que c'était assez difficile puisque c'était le dernier démarrage à faire. J'ai attendu vraiment le dernier moment pour le faire et ce qu'il faut c'est qu'il fallait surtout pas le rater parce qu'après c'était une arrivée au sprint et avec de la fatigue supplémentaire. Donc je n'aurais pas gagné ce moment-là. Eh bien si elle l'emporte une 3e fois, Jeannie Longo, pour l'année de toutes les victoires. Après le Tour de France, le championnat du monde a plus de 40 km/h de moyenne.
Derrière, 2 Néerlandaises s'imposent au sprint, Helen Haag, 2e, et Connie Meyer, 3e. Sur le circuit de Monza, où aura lieu dimanche le Grand Prix de Formule 1 d'Italie, les essais passent pratiquement inaperçus. Ce dont on parle, c'est de la disparition, du retrait de Porsche de la Formule 1 et surtout de la rupture de l'écurie Williams avec Honda. Honda qui va, la saison prochaine, s'associer avec McLaren. Festival du film américain à Deauville. Ouverture ce soir, ouverture officielle, avec Paradox, un réalisateur français, Elie Chouraki, et un film américain, Man on Fire, l'histoire d'un ancien du Vietnam qui devient le garde du corps d'une riche famille américaine. Elie Chouraki est notre invité ce soir, en direct de Deauville, en compagnie de Jean-Jacques Dufour. Oui, Elie Chouraki, c'est vous qui ouvrez les hostilités ce soir. Je sais qu'en même temps vous étiez un peu anxieux parce que votre film sortait à Paris aujourd'hui. On les ouvre partout, oui, dans toute la France. Oui. Alors, c'est un film américain ou un film français? C'est un film américain fait par un Français. Et c'est ce qui est le plus important, c'est-à-dire que j'ai écrit le scénario et je l'ai mis en scène. C'est vrai que j'ai eu à ma disposition une machine américaine et des acteurs américains. Un gros budget? Oui, c'est pas mal, c'est énorme pour moi. Combien? C'est énorme pour tout cinéaste français, je crois que c'est 13 millions de $, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais. Bon, l'histoire, en 2 mots, c'est un ancien de la CIA un peu usé et désabusé qui accepte un emploi de garde du corps. Il est chargé de protéger une jeune fille qui s'appelle Samantha, qu'on surnomme Sam. Ils se lient d'amitié tous les deux. Et au moment où tout allait bien, on enlève Sam. Je vous propose de voir l'extrait de cette action. Please, please don't kill me. Please don't hurt me. Elie Chouraki, c'est un film d'action, un thriller ou bien aussi un film psychologique? C'est vrai que c'est un thriller, mais ce que j'ai voulu, c'est que la base soit trouvée dans les rapports entre les personnages. C'est vrai que ce type est complètement fermé au début et qui ne refuse cette amitié de cet enfant parce que c'est vrai qu'il pense qu'avec la passion vient la souffrance. C'est vrai que c'est quand on commence à aimer qu'on commence à souffrir pour les gens. Donc il essaie de la tenir loin de lui. Et puis elle, petit à petit, le séduit et l'amène à devenir son amie. Bon, et à partir de ce moment-là, quand ces choses très très fortes entre eux sont arrivées, à ce moment-là, on bascule effectivement dans un autre univers. D'accord, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance pour votre film qui sort aujourd'hui et qu'on va voir tout à l'heure. J'ajouterai qu'on attend beaucoup de monde à Deauville, notamment le prochain James Bond. Ça sera la 15e aventure de 007, le dernier Brian de Palma, Les Incorruptibles. Et tout à l'heure, à 22h50, vous pourrez assister sur Antenne 2 au Souper des Stars avec William Lémergie. Alors, bonne soirée, à tout à l'heure. Merci Jean-Jacques, vous étiez magnifique dans ce smoking. Pierrette, une production entièrement française, cette fois-ci, les pronostics pour demain. Absolument, puis c'est un tiercé assez amusant et sûrement plein de surprises qui se courra demain après-midi sur l'hippodrome d'Evry. En effet, ce tiercé est une véritable course de vitesse, un sprint sur 1000 mètres qui fait appel aux spécialistes de la vitesse. Il se trouve que cette course à handicap réservée aux chevaux et aux juments âgés de 3 ans est très ouverte. Cela veut dire que parmi les 17 concurrents engagés dans cette épreuve, la plupart d'entre eux peuvent penser pouvoir participer à cette arrivée. Mais il est fort probable que le match final mette aux prises les 2 favoris logiques, Lièvre du Sud et Glyphada, qui viennent de se distinguer dans un récent tiercé à Deauville, le prix de Cagny. Voici tout de suite le pronostic que je vous propose pour jouer dans ce tiercé du prix de Pithiviers, avec en tête le Lièvre du Sud le 5, Glyphada le numéro 1, Bayriam le numéro 2, Fabulous Lady le 4, Scipion l'Africain le 11, Brickney le numéro 3, Mount Alpha le 10 et Sigonella pour terminer le numéro 12. Je répète leur numéro 5, 1, 2, 4, 11, 3, 10 et 12. Merci Pierrette. Autre production typiquement maison et entièrement faite à la main. Laurent Cabrol, les prévisions pour le week-end. Voilà, eh bien une météo disons blanc-bleu. Alors blanc pour les nordistes et puis bleu pour les sudistes. Enfin une séparation toute pacifique. D'ailleurs nous allons le voir
ce qui en est la cause, c'est une dépression, celle qui en est la cause. On va le voir tout de suite sur la photo satellite. La voici, vous voyez, cette dépression, elle est très belle, très grosse, et elle va rentrer à l'intérieur de la France dans la journée de demain. Comme rien n'est simple en météo, elle ne va pas rentrer tout droit, elle va rentrer en tourbillonnant, et surtout, elle ne va pas rentrer sur l'ensemble du pays, mais seulement sur la moitié nord. Tout de suite, donc, notre carte et la couleur du temps pour demain. Vous allez voir que sur la Bretagne, la Normandie, le Nord et la Picardie, donc sur toutes ces régions, nous vivrons une journée avec des ondées, puis des éclaircies ensuite. Sur la région parisienne, le nord-est, l'est et le centre, donc sur toutes ces régions, là nous aurons des passages nuageux avec quelques pluies. J'ai perdu mon micro, ce n'est pas grave, je récupère mon micro qui est ici, donc des passages nuageux. Et puis sur l'Alsace, la Lorraine, le Jura, des éclaircies avec des nuages. Sur la moitié sud, c'est un soleil dominant. Voilà, les températures pour demain sont à la baisse sur la moitié nord, et ce en raison de la passage nuageux dont je vous parlais à l'instant, avec des températures qui vont osciller entre 18 degrés sur le Cotentin et la Pointe-Bretagne, jusqu'à 25 degrés dans l'est, là-bas. Et puis sur la moitié sud, 26 degrés, nous aurons 25 à 26 degrés sur l'ensemble des régions, avec une pointe à 29 degrés dans le Gard. Et il fera 26 degrés ici, à Samba, en Lot-et-Garonne, avec un petit air doux. Et c'est sur cet air de Samba que je vous propose notre éphéméride. Demain, nous serons le samedi 5 septembre 1987, et nous fêterons une martyre égyptienne qui s'appelle Raïssa. Donc demain, samedi, toute la journée. Dernier journal, Hervé Claude en fin de programme. Je vous dis bonsoir à tous. Bonsoir Pierrette. Bonsoir Laurent. Le dernier journal, donc Hervé Claude. Lundi, vous retrouverez ici même sur ce plateau à 20h Henri Sagnier. Je souhaite pour lui beaucoup de succès. Bonsoir.